Cher Patrick, président des Amis Jean de La Fontaine, cher Marc, président directeur général de la Monnaie de Paris, et je salue également Jacques Raot, conseiller de la Commission nationale française de l'UNESCO. Il était là tout à l'heure, il est là-bas, merci. Cher Nicolas Jaubert de Théâtre de la Mascara, et je salue le responsable du cercle Richelieu-Sangor, et puis vous tous, chers amis lafontainiens, chers amis francophones, en vos titres et qualités. Qu'un ami véritable est une douce chose. C'est à cette citation tirée de la fable Les deux amis que je pense alors que nous sommes réunis ici à Paris, dans le 16e, autour de la statue de Jean de La Fontaine au jardin du Ranelagh. À l'occasion, comme vous le savez tous et toutes, j'ai fait un micro-trottoir tout à l'heure et peu de personnes savent que c'est le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine à Château-Thierry dans presque un mois. Oui, cela fait plaisir de vous voir. Plaisir après ces temps difficiles que nous venons de traverser. Même s'ils ne sont pas encore totalement dissipés, nous apercevons le bout du tunnel. Donc, ne boudons pas notre plaisir de nous retrouver, tout en respectant les gestes barrières. Mais cela ne doit pas estomper le plaisir de retrouver une vie sociale, collective, culturelle également, et une vie d'échange autour de notre ami commun, Jean de La Fontaine. Mais certains m'ont posé la question, pourquoi ici, au jardin du Ranelagh, à Paris, alors que je ne suis que député de l'Aisne, ancien maire de Château-Thierry, où est né notre bonhomme il y a un peu moins de 400 ans. Tout simplement parce que notre ambition est de nous retrouver sur les traces du fabuliste, à qui, personnellement, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui seront dans cette occasion, mais je dois beaucoup. Traces qui nous mènent naturellement de Château-Thierry. Nous n'irons pas à Limoges, mais nous resterons Château-Thierry et Paris. Et comme on tient toujours de là dont on vient, célébrer le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, c'est aussi pour moi rendre hommage aux habitants du sud de l'Aisne et à ce territoire, terre natale, excusez du peu, d'Alexandre Dumas, de Racine et bien évidemment Jean de La Fontaine. Mais c'est aussi célébrer la langue française et les valeurs de la francophonie. C'est ce que nous avons fait, cher Patrick, vendredi dernier avec les ambassadeurs francophones lors d'un périple qui nous a menés de Villers-Cotterêts avec la visite du chantier de la future Cité internationale de la langue française jusqu'à Château-Thierry, dans les caves de Champagne. Jean de La Fontaine ne disait-il pas « Je suis un homme de Champagne ». Et vous pourrez le déguster tout à l'heure. Pardon pour le masque. Et bien évidemment, nous nous sommes retrouvés obligatoirement devant la statue de Jean de La Fontaine que j'avais fait déplacer quand j'étais le maire de Château-Thierry, pour qu'elle soit non seulement au centre de la ville, mais surtout au cœur des castels théodoriciens et des visiteurs de la ville. Dans mes propos face aux ambassadeurs francophones, j'ai tenu à rappeler la place essentielle de la nature, de la campagne et des animaux dans l'œuvre de Jean de La Fontaine. Ce sont les paysages et les scènes de la ruralité du sud de l'Aisne qui ont influencé une grande partie de ses fables. Mais cependant, à l'âge de 20 ans, il quitte Château-Thierry pour rentrer au séminaire, à la maison mère de l'Oratoire, où il était destiné à la prêtrise, mais qu'il quitta rapidement. Je ne vais pas ici faire l'inventaire de tous les hôtels, résidences et autres demeures qui témoignent de la vie parisienne de Jean de La Fontaine, mais ce que je peux néanmoins vous dire, c'est que notre périple sur les traces de Jean de La Fontaine continuera à l'Académie française, où il a bien sûr siégé, mais également à la Monnaie de Paris, demain. Alors, vous allez me dire, pourquoi le Ranelagh dans tout cela?
Le choix de nous retrouver au pied de cette statue pour notre premier rendez-vous parisien s'est imposé à nous comme une évidence et pour diverses raisons. La première est que ce jardin porte le nom d'un diplomate, certes anglophone, mais parlementaire. Il a été aussi un lieu de culture et de divertissement, avec particulièrement le fameux bal du Ranelagh. La danse, vous rendez-vous compte, le divertissement font bien écho à l'état d'esprit qui a toujours animé Jean de La Fontaine. La seconde raison tient au fait que ce jardin est limitrophe de nombreuses ambassades, Gabon, Madagascar, qui sont aussi des places fortes de la francophonie. Sans oublier qu'on y retrouve dans ce jardin des chênes, de la végétation qui font résonance aux fables avec la nature. Et puis, bien évidemment, il y a cette imposante statue de bronze du sculpteur portugais Charles Correa, qui est né en 1930, mort en 1988, qui a conçu cet ensemble en 1983. 7 mètres d'eau. Elle représente La Fontaine, regardant à ses pieds, comme vous le voyez, le corbeau et le renard. L'une des fables les plus connues au monde. Ce qui nous évoque, pour nous tous, j'en suis certain, ou pour un grand nombre, des grands souvenirs, joyeux ou plus ou moins tristes de nos passages à l'école primaire. À l'école primaire. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vais laisser la place au corbeau et au renard, alors. Comme à l'école, allez-y. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Allez-y, oui. Si vous y tenez. Je reste à côté du corbeau et du renard. Oui, oui, oui. Oui. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Comme à l'école. Je monte sur la marche. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec à fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tâte pourquoi ses langages. Et... Non. À ce moment-là, pas comme à l'école. Ah bah, Oui, parce que là... C'était comme ça à l'école. Hein. Ah, oui, justement. d'accord. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tâte à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bravo. Merci. Merci. Je rends votre fromage. Merci, mon fromage, oui. Bien sûr, cette statue qui est ici derrière nous n'est pas l'original. Alors, permettez-moi, avec beaucoup de modestie, un peu d'histoire. La première des statues a été réalisée par le sculpteur Demilâtre en 1884. À l'époque, on pouvait y admirer le buste de Jean de La Fontaine, seulement le buste, entouré par une femme et un enfant, avec des ailes, peut-être déjà une muse pour symboliser l'amour, mais aussi, et certains me l'ont dit tout à l'heure, une série d'animaux, lions, serpents, renards, singes, chats, corbeaux, tenant dans son bec un fromage, les 2 pigeons, mais aussi des gerbes de blé. Bref, une grande partie de l'univers des fables de Jean de La Fontaine. Cette première statue a été inaugurée en 1891 et c'est son financement qui est intéressant. Elle a été financée par un comité présidé par Sully Prudhomme, poète et académicien lui aussi. D'ailleurs, il a occupé le fauteuil numéro 24, le même que celui de Jean de La Fontaine
un peu moins de 20 ans après le Fabulis. Il n'y a pas de hasard. Détruite en 1942 lors de l'occupation allemande, la statue devant laquelle nous sommes a été inaugurée quelque temps après, en 1983. Voilà l'histoire rapide de cette statue. Il y a la statue, il y a le jardin, mais il y a aussi cet arrondissement, le 16e, qui rappelle ô combien la présence de Jean de La Fontaine dans ce quartier. D'ailleurs, il n'était pas seul. Il était accompagné par Boileau et surtout par Jean Racine, qu'il retrouvait de La Ferté-Milon, qui était son cousin par alliance après son mariage en 1647 avec Marie et Ricard de La Ferté-Milon. Et donc, dans les maisons des 7 au 9 rue Mexico, Jean de La Fontaine et Boileau se réunissaient pour boire quoi? Eh bien, pour boire du lait pur de la campagne à la ferme dénommée Magu. Il y a une pancarte qui le rappelle. Comme vous pouvez le constater, mes chers amis, même ici, à Paris, dans le 16e, Jean de La Fontaine nous ramène à Château-Thierry, à la ruralité. Enfin, n'oublions pas non plus que Porte-Molitor, un lycée porte le nom de Jean de La Fontaine. C'est pourquoi j'ai proposé que cet établissement scolaire puisse se rapprocher avec celui de Château-Thierry. Il ne s'agit pas de réécrire la fable rat des villes et rat des champs. Il s'agit surtout de permettre à nos jeunes de pouvoir échanger, s'enrichir des uns des autres, de la ville, de la campagne, mais aussi de démontrer que nous sommes tous interdépendants des uns des autres, comme nous l'a rappelé cette terrible pandémie que nous venons de vivre. Donc pour toutes ces raisons, j'aurais pu vous dire, la rue Jean de La Fontaine, pas loin d'ici, c'était une évidence de nous retrouver devant cette magnifique et gigantesque statue. Et je suis particulièrement fier et honoré d'être accompagné par Patrick Dandré, professeur émérite de la littérature du XVIe siècle et président des Amis de Jean de La Fontaine, qui s'adressera à vous dans quelques instants. Cet événement auquel vous avons convié nous permet de découvrir davantage la statue, l'homme qu'était Jean de La Fontaine, mais de célébrer aussi son œuvre et de démontrer à quel point les fables restent toujours aussi modernes et les morales toujours d'actualité. Elles relèvent même aujourd'hui de notre histoire collective. L'universalité de l'œuvre de Jean de La Fontaine témoigne du génie du fabuliste, puisqu'il a été capable de créer un concept littéraire d'une qualité exceptionnelle qu'il a rendu permanent depuis le XVIIe siècle, comme le souligne Patrick Dandré. Les fables n'ont jamais en effet cessé d'être étudiées de 7 à 77 ans en France, mais aussi à l'étranger. Vendredi dernier, nous avons d'ailleurs vécu un moment que seul Jean de La Fontaine peut nous offrir. 17 ambassadeurs francophones ont lu des fables en français, mais aussi dans leur langue de leur pays, célébrant ainsi le respect de la diversité et l'universalité avec des messages politiques très forts. Vous comprendrez alors à quel point l'homme de Champagne que je suis et que vous goûterez tout à l'heure, ancien maire de Château-Thierry, député et secrétaire général parlementaire de la francophonie, est fier et heureux de contribuer activement à cet anniversaire. Il s'agit pour moi de célébrer l'homme et l'œuvre, mais aussi de revenir avec humilité et simplicité sur les messages politiques et sociaux que recèlent les fables et qui ont guidé modestement mon action politique depuis plus de 40 ans. Je suis pour ainsi dire, pardonnez-moi, né à l'ombre de Jean de La Fontaine. Et pourtant, il me semble que j'ai encore tant et tant à découvrir de lui, tant l'œuvre est subtile, mais aussi l'homme complexe. Complexe parce que la légende voudrait qu'il ait été constamment
distrait, désargenté, parasite ou encore libertin. On le dit même paresseux. Pourtant, n'a-t-il pas écrit 244 fables en 6 ans, mais aussi 64 contes, 2 romans en prose, 2 livrets d'opéra, 2 tragédies, 2 comédies, un ballet, des épides, des sonnets, des madrigaux, des récits de voyage, des lettres, des élégies, des ballades ou encore des épigrammes. Pour quelqu'un qui n'était pas courageux, c'est quand même pas mal. On le dit libertin, peut-être. C'était surtout un épicurien, avec un goût prononcé pour toutes les beautés et les bonnes choses qu'offre la vie. Mais ma première conviction profonde est que Jean de La Fontaine était un homme entier, sincère, fidèle en amitié, et il chérissait la liberté. Sa liberté d'abord et celle des autres ensuite. C'est pourquoi son œuvre est un jugement impitoyable sur le pouvoir absolu du monarque, la lâcheté des courtisans, son dégoût du mensonge, la flatterie et l'attitude d'hypocrite des membres de la cour. Ma seconde conviction est que même s'il s'est éloigné de ses terres champenoises, il n'a jamais oublié ses racines. La précision des mots, la subtilité littéraire, la place donnée à la parole, aux chats, chiens, loups, fourmis, cigales, ou du corbeau, comme on l'a entendu tout à l'heure, et du renard, que nous avons entendu et que nous réécouterons tout à l'heure, de Nicolas Jaubert, acteur et metteur en scène du théâtre de la Mascara, qui porte vraiment très haut les valeurs de Jean de La Fontaine sur le territoire, ont permis à La Fontaine de devenir un poète pédagogue. Son objectif était d'instruire par le divertissement. Et il s'est fait critiquer sur cette méthode. Il ne s'en est jamais caché d'ailleurs. Dans la préface de son premier livre dédié au dauphin, fils de Louis XIV, âgé de 7 ans, il annonce déjà l'objectif de ses fables. Il convient que le jeu et l'amusement fassent partie des premières années du Petit Prince. Mais en même temps, il lui rappelle qu'il doit donner quelques-unes de ses pensées des réflexions sérieuses. Dès cette première préface, La Fontaine explique aussi au dauphin pourquoi il a choisi de mettre en scène des animaux. Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés. Par conséquent, les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Plus tard, il dira même « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes, comme vous le savez. » Ou encore « L'homme agit et il se comporte en 1000 occasions comme les animaux. » Le message ne peut être plus clair. C'est ainsi, de façon ludique, subtilement impertinente, La Fontaine, contemplatif mais en même temps doué d'un rare sens de l'observation du genre humain, et il donne à réfléchir sur les défauts des hommes. La critique est bien souvent redoutable, mais masquée par des tableaux distrayants et apparemment naïfs. C'est là tout le génie du fabuliste. On entre dans la fable par jeu, sans y prendre garde, on n'en sort jamais totalement indemne. N'était-ce pas là un moyen à la fois efficace et innocent de braver l'interdit et de rester libre? Poète engagé, poète philosophe, l'œuvre de Jean de La Fontaine nous lègue donc en héritage un défilé d'animaux mémorables, des messages politiques et sociaux afin d'atteindre l'universalité des droits humains auxquels l'humanité aspire. Lui rendre hommage, c'est pour moi, pour nous, indispensable. Mais aussi l'écouter et s'approprier les messages, aujourd'hui, c'est toujours nécessaire. Il nous appartient à chacun d'entre nous de faire que ces morales irriguent nos cœurs et nos esprits
pour que diversité soit notre devise et l'universalité notre horizon. Merci à vous. Vive Jean de La Fontaine, vive la francophonie.